pour vous dire deux mots de la thématique, même si ce matin on ne s'est pas étendu sur la question, mais la dimension de la santé, elle est extrêmement importante. D'ailleurs, elle était ressortie dans l'étude et ça a fait l'objet de pas mal de nos échanges lors des après-midi de restitution dans les départements. Et donc on voulait aborder cette dimension de la santé en proposant une exploration aussi sous l'angle du réseau, parce que la santé, c'est multidimensionnel, mais les facteurs qui permettent d'assurer cette dimension le sont aussi, et on est pas mal d'acteurs positionnés à différents endroits, voire différents rôles, et c'est intéressant aussi de pouvoir entendre comment c'est appréhendé, ce que chacun en fait, et puis finalement d'être sur quelque chose de l'ordre du partage. Et donc, pour ce faire, on a envisagé, donc, avec Marjorie, juste ici, de pouvoir faire se rencontrer des points de vue de médecins, de centres ressources, d'établissements, d'équipes relais, puisqu'il est aussi question de ça aujourd'hui, et bien sûr de parents et d'associations autour de ces questions de parcours de vie et qu'est-ce que c'est la santé dans ce parcours de vie. Alors, donc ici, on n'aura pas de PowerPoint, parce que ça a un petit peu été une source d'inquiétude, mais non, on n'en aura pas. Et donc, moi, ce par quoi je voudrais commencer, c'est peut-être vous demander à quoi ça vous renvoie, cette expression de la prise en compte de la santé dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap rare. Alors donc, je suis parent d'un enfant, enfin d'un jeune homme en situation de handicap rare. La notion de santé, donc c'est quelque chose de très complexe pour nous parents. C'est un parcours de combattant, évidemment, qui commence, en tout cas pour moi, pour nous, dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, mon fils a 25 ans. On se disait avec Florence, tout à l'heure, que ça faisait 15 ans qu'on essayait de sensibiliser. Commencé avec l'ARS, on a même commencé avant la création de l'ARS, bien sûr. Conscient très vite de la problématique que nos enfants allaient rencontrer tout au long de leur parcours, problématique de prise en charge de soins, bien sûr, mais aussi médico-sociales. Donc nous avons rencontré d'autres parents et nous avons rencontré des associations. Et c'est par le biais de ces rencontres interassociatives que nous avons eu l'idée, à notre tour, donc, de créer notre association Épiprovence. Le but de cet asso, c'était bien sûr de fédérer des familles qui étaient toutes dans la même problématique que nous, à savoir la problématique donc, du soin et la problématique médico-sociale. C'est difficile de dissocier les deux pour nous, puisque évidemment le soin dans le cadre d'une épilepsie sévère pharmacorésistante, c'est notre quotidien, le soin, mais il y a évidemment tout l'aspect médico-social à côté. Donc nous avons créé cette association dans le but étant vraiment de créer des places médico-sociales sur notre région, donc avec voilà, on a eu plusieurs propositions de partenariat pour aboutir avec l'ARI et la création donc, de la masse Henri Gastaud à Marseille. Donc, parcours de combattant, la santé, le soin, voilà ce que ça signifie pour nous, pour moi en tout cas, parents. Et de ce qui ressort au niveau des familles que nous accompagnons, c'est aussi toutes les difficultés, ne serait-ce que l'accès aux urgences, dans le cas de nos jeunes enfants, jeunes adultes. C'est que le sanitaire n'est pas du tout adapté en fait à prendre en charge le handicap rare, surtout quand on est face à une épilepsie sévère avec quelqu'un qui ne communique pas. Et du coup, voilà, ça c'est quelque chose, l'accès aux urgences dans toutes les familles que nous accompagnons, qui nous est en reparler après,
d'autres situations, mais l'accès aux soins à l'hôpital, je ne sais pas s'il y en a qui vont à l'hôpital avec voilà, ce parcours-là, l'accès, l'adaptabilité, ça y est pas, quoi. Même les médecins ne sont pas préparés pour certains, même des épileptologues, voilà, certains peuvent être en difficulté avec des personnes qui présentent un handicap rare et troubles encore plus associés, voilà, comme c'est souvent le cas aussi. Moi, je suis un peu de l'autre côté, du côté justement du soin, et donc questionner l'accès à moi ou l'accès à nous, les soignants ou les médecins. Bon, je dois dire quand même que je suis des deux côtés à la fois, parce que en étant équipe mobile, je suis à côté du côté des parents qui ont du mal à trouver des collègues, confrères. Donc, en fait, je voulais vous raconter une histoire très récente pour illustrer ce que je veux dire, ce que ça m'évoque. Avant-hier, j'ai discuté avec une collègue qui est psychiatre dans une unité de santé mentale dédiée à la surdité à l'hôpital de la Conception. Et en fait, elle m'avait fait un long mail pour me parler d'un jeune homme qui est malentendant et qui a un trouble du spectre autistique. Et elle m'avait raconté sa consultation où elle avait reçu les parents, elle avait reçu le jeune homme, elle avait aussi un interprète en langue des signes, et elle avait un intermédiateur, et elle m'avait décrit toute la liste des difficultés et des questions qu'elle avait, l'orientation professionnelle, l'habitat, la prise en charge spécifique du TSA à l'âge adulte, sachant que dans son IME s'arrêterait entre 19 et 20 ans, hein, à peu près, et quid de la suite. Et ce mail m'avait donné un peu mal à la tête et m'avait un peu angoissé, parce que souvent, quand je suis invité dans un établissement où il y a des personnels publics malentendants, il y a cette lourdeur là, d'avoir l'interprète, de devoir parler, de devoir attendre qu'on signe. Et puis, moi, personnellement, c'est difficile pour moi de faire attention à trop de personnes en même temps. J'ai les parents déjà, le patient, éventuellement mon collègue, si on intervient à deux, ça me fait déjà 3 ou 4 personnes. C'est un exercice auquel je suis habitué. Mais s'il y a en plus un interprète, quelqu'un que je ne connais pas, bon, la charge mentale devient lourde, et donc c'est des situations que j'aime pas. Et là, elle me parlait d'avoir un intermédiateur, un mot compliqué que je comprends pas, que je sais pas à quoi ça sert, et qui est déjà une couche en plus de pénibilité. C'est-à-dire, c'est déjà pénible quand il y a un interprète, mais si je fais exprès, hein, je dis comme je pense, hein. Et là, il y a un intermédiaire avec quelqu'un de surpénible. Voilà. Qui a un rôle qui n'existe pas. Donc, voilà. Donc, j'avais mal à la tête. Et donc, elle m'a expliqué très simplement, en fait, elle m'a expliqué que c'était une question de culture. En fait, il y avait la culture sourde, et que être interprète, c'est bien, mais on ne peut pas être interprète et être complètement sourd, puisque sinon, voilà, il faut être du côté des entendants, sinon on n'est pas interprète, et sinon on ne sait pas comprendre. Et donc, en fait, il faut les deux côtés du terrain, c'est-à-dire l'interprète qui parle sourd et qui parle le langage, l'oralisation, mais qui n'a pas la culture, et celui qui a la culture et qui parle évidemment la langue des signes. Et en fait, avec ça, on a les deux faces de la pièce. Voilà. Et donc, en fait, ça permet d'expliquer des choses qui sont culturelles. C'est vrai que, que si vous allez, un peu comme si vous allez au Vietnam ou en Asie, s'il y a un petit bébé et que vous lui touchez la tête, on va vous regarder avec des yeux comme ça, parce que c'est pas poli de toucher la tête des bébés. Alors que nous, on adore ça. Voilà. C'est plutôt... Voilà,
doigt et demi, si on a les mains propres, quoi. Voilà. Donc culturellement, il y a des choses aussi dans le monde des personnes qui malentendantes, qui se font, qui se disent, des façons de dire, etc., des subtilités, des finesses. Et donc, on a besoin d'un intermédiateur. Et je me suis dit, tiens, en fait, c'est ça qu'on fait aussi. Alors, les parents sont intermédiateurs de leur propre situation. Et ils essayent d'expliquer aux médecins et aux professionnels de la santé qu'est-ce que c'est le monde du handicap. Et le monde du handicap, et pour reprendre le terme d'un collègue parent, le monde de la grande dépendance. Donc, je me suis dit ça. Je me suis dit là, en fait, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est cette question de culture. Et même si on parle la même langue, même si on parle en français avec les mots qu'on connaît, en fait, il y a aussi besoin de transmettre quelque chose qui est intransmissible. C'est qu'est-ce que c'est de vivre avec quelqu'un qui est en grande dépendance depuis 25 ans. Voilà. Et qu'est-ce que c'est de vivre avec quelqu'un qui ne répond pas quand on le sollicite, ou qui produit des comportements qu'on ne comprend pas, dont on ne comprend pas l'origine ou la cause. Mais en fait, ça, c'est une culture. En fait, on vit avec, ça devient évident, même si ça n'est pas évident, mais ça devient banal. Voilà. Et donc, quand on est un professionnel qui a été formé à la fac de médecine avec des gens qui parlent la même langue et qui ont une façon d'exprimer des symptômes, et on a été formé à la culture de l'expression des symptômes français ou européen, voilà. Et ben en fait, vous faites de la médecine transculturelle dès que vous rentrez, dès qu'il y a une personne du champ du handicap. Voilà. Donc voilà ce que ça me fait penser, cette question, et c'est que les professionnels, ils aimeraient bien, eux, ils veulent bien, professionnels de santé, ils veulent bien soigner, ils veulent bien recevoir tout le monde, mais c'est qu'ils sont aussi un peu déstabilisés et ils parlent pas la même langue et ils tiennent pas à la même culture. Et donc là, il y a quelque chose à penser. Alors, je suis pas venu avec la réponse, mais il y a quelque chose à penser peut-être dans la communication, dans la culture générale, des choses qui vont passer. On parle de plus en plus du handicap, et on le cache pas, on le cache moins. On essaye. C'est aussi ça le but de l'inclusion. Mais encore une fois, là, dans l'instant, je crois que c'est aux parents peut-être d'avoir la conscience qu'ils sont à la fois parents et à la fois intermédiateurs. Peut-être que déjà le savoir, ça permet qu'ils puissent se saisir de ce rôle-là. Voilà. Vous me donnez l'occasion avant d'enchaîner sur ce que ça peut représenter comme responsabilité ou comme poids, ce rôle de médiation que vous venez d'énoncer. Je trouve que ce serait intéressant de t'entendre, Loïc, de ta place de directeur de CNR, sur cette question à la fois de la culture, de la compréhension du message, mais aussi du travail du sens par rapport à certaines situations de handicap, et comment on accède à un milieu par exemple médical ou d'accompagnement, et qui est, lui, en manque de ressources pour comprendre ce qui se passe. Non, je trouve l'exemple du docteur Curti extrêmement pertinent, justement de mettre en avant cette différence culturelle. Et ce qu'on peut voir aussi, pareil au niveau médical, et des relations que nous, on peut avoir avec justement la dimension sanitaire, et bien effectivement, c'est ce manque-là, le fait qu'il y ait cette difficulté-là à comprendre l'autre. Alors, quand on est sur des personnes sourdes aveugles, il y a la langue des signes, ça peut marcher. Ça peut être aussi la langue des signes tactile. Enfin, il y a tout un tas de modalités. Il y a des personnes qui sont réellement entravées dans la communication, mais je ne vais pas développer là-dessus. Par contre, effectivement, il y a un certain nombre d'unités, de services dans les différents hôpitaux, les unités de soins pour sourds, où là, justement, il y a cette approche davantage culturelle sur laquelle nous, on peut s'appuyer. Et vous pouvez aussi, en tant qu'établissement, vous appuyer sur ces structures-là. Et après, suivant comment ça s'est, les
les contacts qu'on a pu avoir, les demandes qu'ils ont pu nous adresser, on a pu aussi travailler avec eux dans une dimension un peu plus de montée en compétences. On se forme les uns les autres, à savoir de mieux cerner effectivement les apports médicaux qu'ils pouvaient nous transmettre, et puis essayer de les mettre davantage en situation d'être relativement à l'aise en fait, par rapport à cette population-là sourde aveugle, qui est une population qui est relativement peu connue et dont les problèmes de communication entravent beaucoup justement le diagnostic médical. En tout cas, la transmission des échanges avec les partenaires. Moi, je suis aussi psychologue. Je suis à temps partiel pour l'instant, grand parcours santé, spécialisée en neuropsychologie, et il est ressorti très très fréquemment qu'il y avait des sous-diagnostics, des choses qui n'avaient pas été détectées, qui donc impactaient considérablement le développement de la personne, son comportement, des fois les groupes, quand c'est de l'accompagnement sur site par exemple, ou dans peu importe l'environnement ordinaire, peu importe, un impact dans la vie de famille, les nuits aussi souvent, et donc sur les professionnels qui se sentent constamment en échec, parce qu'un jeune homme, s'il ne voit rien, il ne voit rien par exemple. Donc au début, quand j'ai beaucoup parlé de santé, encore plus là il y a un an, on m'a dit la santé, c'est pas le secteur médico-social. La santé, c'est le sanitaire. Donc, j'ai respiré et puis on a parlé. Et puis, il y a cette définition globale de la santé, là, de l'OMS, voilà, donc, qui prend en compte tout ce qui est physique, tout ce qui est mental et tout ce qui est social. Donc, la personne inscrite dans son environnement. Et donc, on a pu insuffler au niveau du dispositif des actions qu'on va mettre en place sur 5 ans, de développer une culture de la santé qui soit transversale à l'ensemble des professionnels, de sécuriser davantage les parcours de santé, y compris au niveau de l'accès aux soins dans le secteur du handicap. Il y a des actions internes d'habituation aux soins. On essaie de faire un maximum de choses, beaucoup en collaboration, et ça fait un certain nombre d'années qu'on a la chance de travailler avec Fares et l'équipe Relais Handicap Rare. Tout ça en mettant au maximum les familles au centre de tout, et en faisant un travail énorme, parce que ces difficultés d'accès à la santé, on va dire en général, ou cette sensibilisation au fait qu'il peut y avoir fréquemment certains problèmes de vue, etc., dans certaines pathologies. On a des familles qui nous disent « je culpabilise que mon enfant ait 9 ans et qu'on ne s'en soit jamais rendu compte. Il se cognait partout, il n'arrivait pas à faire X choses, mais en fait il y voyait très mal ». Je vous donne l'exemple de la vue. Bon, il y a l'audition, il y a plein de choses. C'est qu'il y a énormément de choses possibles malheureusement, les douleurs. Donc on essaye d'avoir cette approche, d'aller aussi à un moment donné vers tout ce qui est éducation thérapeutique, vers ces choses-là. Beaucoup en partenariat, et si vous voulez, de se repositionner en pensant prisme santé pour l'accompagnement dans le secteur médico-social. On modifie aussi notre plateau technique, enfin voilà, au fur et à mesure on essaie de faire un maximum de choses. On va au conseil communal de santé de la ville de Marseille, où il y a beaucoup de choses qui sont tentées, et on essaie de réfléchir à comment tous ensemble, quel que soit donc des instances où il y a les citoyens, il y a le sanitaire, le médico-social, il y a énormément de partenaires de tout secteur. Donc pour moi, la santé, de ma petite place, c'est crucial, c'est au centre de tout, et c'est un regard qu'on peut décider d'adopter pour accompagner de façon cohérente les bénéficiaires et leurs proches, leurs familles. Voilà. Il y a une autre personne dans la salle à qui je pense, Madame Barbaza, qui, quand on a commencé à travailler, disait on est tout seul. Et on veut bien travailler avec vous, mais ça ne va pas suffire, parce que c'est pas qu'on ne travaille pas avec d'autres, c'est qu'à un moment, il y a des partenaires, on sait qu'on est partenaire, mais où va-t-on trouver la ressource, et qu'est-ce qu'elle va être pour nous, cette ressource, et jusque quand ? Et c'est une question qu'on a aussi évoquée un certain nombre de fois ensemble.
quand vous nous avez évoqué lors de journées qu'on a montées ensemble le rôle pivot que les parents assuraient sur cette question du parcours de vie. Et au centre du parcours de vie, pour vous, il y avait aussi la question de la santé. Et du coup, je pense que c'était à ce moment-là que vous pouvez parler de cette expérience de moins bien. Et qui finissent bien. Déjà, la chute, elle sera bonne. Oui, c'est que, comme le disait le docteur Curti, on est médiateur de beaucoup de choses en tant que parents. Quand on va à des consultations, enfin, notre rôle, il est multiple quand on est parent d'un enfant avec une épilepsie sévère et d'autres troubles associés. Et on joue tous les rôles, pas que et souvent au détriment du rôle de parent, où on est éducateur, infirmier, enfin, on a tous les rôles paramédicaux, et parfois il faut remettre en place notre rôle de parent en avant, et pour ça il faut être accompagné. Moi j'ai eu dans le parcours de mon fils qui a une épilepsie sévère avec autisme non-verbal et déficient intellectuel, donc triple peine, on va dire, une rupture en fait par rapport aux soins, justement à la santé, parce qu'il est dans du médico-social, et où en fait on va dire que les troubles somatiques n'ont pas été relevés, c'est-à-dire qu'il y avait des troubles du comportement qui se sont aggravés, et donc là ça a été un crescendo de... Alors, on va du côté épilepsie, parce qu'évidemment, il y avait plus de crises d'épilepsie, on donne des traitements, et on a de différents types de traitements. Et le côté épilepsie, les neurologues disent finalement, c'est pas les neuros, c'est le côté psy, donc on donne des traitements pour les troubles du comportement, et on se fait balloter de service en service par des urgences, au côté psychiatrique où on ne veut pas le prendre parce qu'il est épileptique. Donc voilà, un parcours pendant des mois très difficile, jusqu'à une rupture qui a failli être rupture de parcours, rupture aussi au niveau santé, puisqu'on a cru perdre aussi notre fils, refus dans les urgences, dans les hospitalisations, jusqu'à un moment où enfin il a été reçu à l'hôpital, pris en charge, et nous avons rencontré le docteur Curti qui a pris les choses en main et qui a fait en fait, on va dire, un petit peu le coordinateur, et surtout qui s'est posé pour comprendre, comme j'ai toujours dit, mon fils n'avait pas les mots MOTS, mais par contre pour dire en fait ce qui n'allait pas, mais il avait les mots MAUX pour montrer par tous les troubles du comportement qu'il a pu mettre en place à ce moment-là, les difficultés. Après, nous, en tant que parents, on a déjà un décodeur, mais on n'a pas tout le décodage. C'est vrai qu'on décode beaucoup de choses, mais pas tout. Et à un moment donné, quand il y a justement des signes de troubles du comportement, c'est pas toujours un problème psy ou un problème parce que lié à l'autisme, c'est peut-être qu'il y a un trouble somatique. Et ça, dans le médico-social, comme vous l'avez dit, on est médico-social, on n'est pas sanitaire. Alors que dans médico-social, il y a quand même médicaux, et qu'il y a quand même des infirmiers, qu'il y a des médecins. Mais après, tout le monde a ses compétences. Et là, je tiens à le dire, chacun a ses compétences. Parfois, il faut juste avoir besoin de les mettre en synergie, et que tous les acteurs du médico-social et du sanitaire se mettent autour du patient et réfléchissent pour trouver ce qui se passe. Le docteur Curti, avec son équipe, ont vraiment eu un regard et surtout, j'allais dire, une écoute, et un regard où ils ont pris le temps de voir ce qui se passait. En fait, il y avait un ulcère de l'estomac, ce qui est peut-être banal dans le quotidien des gens qui peuvent exprimer des douleurs et dire que, mais quelqu'un qui n'a pas les capacités, ça a duré des mois pour aller jusqu'au... Ça a été très compliqué. Mais en tout cas, en 24 heures, une fois que le diagnostic a pu être posé, en 24 heures, avec un traitement qui a été mis en place, les mois d'horreur qui se sont écoulés se sont estompés en 24 heures. Donc,
on essaie, enfin, je veux dire, on a eu un établissement médico-social qui a mis en place. Alors, je crois que les personnes de ce matin ne sont plus là, mais ce que je voulais dire, c'est que quand il y a une saisine, ce qui a été fait au niveau de l'établissement, ça peut aussi, c'est vrai que pour des parents, quand on sait qu'on va passer en gosse, comme vous l'avez vu ce matin, tout ce parcours qui a été émis, ça peut faire peur. Mais nous, au contraire, on l'a très bien vécu dans le sens où on s'est dit enfin, il va y avoir. Alors, il y avait une trentaine de personnes, d'établissements, d'institutions. C'est vrai que ça pouvait faire peur, mais nous, on s'est dit que c'était une chance pour nous qu'il y ait cette étape-là pour pouvoir discuter autour d'une table et de trouver un accompagnement adapté. Alors, grâce à l'équipe Relais qui nous a beaucoup soutenus, ça je dois le dire, heureusement qu'ils étaient là, heureusement qu'il y avait l'équipe du docteur Curti, et nous avons très bien vécu ce gosse et ce qui s'en est suivi après, parce que ça a été on va dire, une coordination entre le médico-social, le sanitaire et les soins, qui n'est pas que du soin de prise en soin dans un parcours de vie au niveau médico-social, mais aussi de la santé. Et surtout, je pense que ça a servi pour d'autres usagers de l'établissement, puisque le regard, quand il y a des troubles du comportement qui apparaissent, qui n'étaient pas présents auparavant, maintenant ça alerte. Et ça ne dure plus des mois, c'est-à-dire que tout de suite, on cherche à comprendre du côté somatique et du côté médical s'il y a quelque chose. Donc c'est vrai que vous avez vu les cartes mentales de ce matin, ça peut faire tout ce qui se passe, enfin, vous avez tous les tableaux qui étaient compliqués à comprendre. Vous imaginez quand on est parent et qu'on voit vous entendez toutes ces lois, le gosse, le GAP, enfin, tous ces noms-là, ça peut faire peur, mais après quand on a des équipes comme l'équipe Relais qui nous expliquent. Je dois dire aussi qu'on a été très bien accueillis au niveau de la MDPH juste avant le gosse, où on nous a fait comprendre qu'on était là en tant que parents, mais qu'on allait nous aider, qu'il n'était pas question de mettre notre fils dehors, ce qui était demandé par l'établissement, mais que tous les gens qui étaient présents là étaient présents pour trouver une solution. Donc voilà, donner du sens aussi, et je crois que c'est vraiment quand il y a une envie de travailler ensemble, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est le ensemble où on peut co-construire et être partenaire de soins et surtout d'accompagnement dans le parcours de vie de nos jeunes usagers des établissements médico-sociaux. Peut-être, docteur Curti, vous pouvez, par rapport à l'intervention de Florence, peut-être nous dire aussi votre expérience, votre retour, parce que évidemment des situations comme celle-là, vous en rencontrez beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là dans un parcours qui s'emballe? Qu'est-ce qui fait ressource à ce moment-là? Eh ben, je dirais que sûrement que la situation aujourd'hui, elle ne se passerait pas exactement pareil. Déjà parce que les choses évoluent. Il y a quand même de plus en plus d'unités mobiles. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui viennent avec un regard extérieur, avec un regard tiers. C'est toujours plus facile pour la personne qui arrive, enfin d'une certaine manière. C'est plus compliqué par certains aspects parce qu'on ne connaît pas l'antériorité, mais c'est aussi plus facile parce qu'on arrive et qu'on a un regard neuf et qu'on n'est pas engagé dans des biais, on n'est pas engagé dans dans une démarche dont on est déjà en train de peut-être d'attendre des effets. Donc c'est vrai que des fois, vous l'avez tous vécu, on bute, on n'arrive pas à ouvrir quelque chose ou à bricoler quelque chose, et puis il y a une personne qui arrive et hop, elle vous le fait direct. Parce que elle est un peu neuve sur la situation, elle arrive avec sa stratégie, et puis voilà, et puis ça marche, et donc c'est ce côté, et elle bénéficie d'une certaine manière aussi de vos échecs. Donc nous, on arrive, on a le beau rôle, mais parce qu'on a vu les échecs, on a vu ce qui n'avait pas marché avant, et donc il y a eu autre chose. Après, on a quand même eu la chance d'avoir un centre hospitalier qui a joué le jeu, le centre hospitalier d'Aubagne, qui a joué le jeu, et ça, c'est pas tous qui peuvent le faire. Mais aujourd'hui, on a à Marseille, on a la chance quand même d'avoir un service
de PSH, personnes en situation de handicap, un peu un guichet unique, hein, avec un numéro unique à la clinique de Bonneveine, et avec un triptyque de soins qui est bien, qui est une équipe mobile, qui fait aussi de la téléconsultation, mais de soins somatiques, un hôpital de jour, avec des consultations spécialisées, dans des locaux adaptés, et même du temps plein hospitalier. Le temps plein hospitalier pour des personnes avec des troubles du développement, avec des handicaps rares, des situations atypiques, j'en connais pas d'autres. Voilà. J'en connais pas d'autres. Alors il y a peut-être Barthélémy Durand, peut-être chez Saravan, voilà, dans la région parisienne, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui y ressemble, mais là, qu'il soit étiqueté en tant que tel, où il y ait constamment de la place, ou très peu, enfin voilà, où on a un coordinateur qui reçoit, on a un numéro de téléphone qui répond, franchement, voilà, c'est une chance. Donc aujourd'hui, peut-être que ça se serait pas passé comme ça, peut-être qu'on aurait appelé Bonneveine, on aurait fait une hospice à Bonneveine, tranquille, et voilà, et puis aussi, dans la culture, il y a plusieurs médecins généralistes et psychiatres qui se sont intéressés aux troubles du développement et aux personnes dyscommunicantes et à leurs pathologies somatiques, qui diffusent du savoir. Ça devient quasiment un réflexe maintenant. Dès qu'il y a un trouble du comportement, on dit c'est un trouble somatique, une douleur ou une gêne jusqu'à preuve du contraire. C'est quelque chose qui commence à passer je parlais de culture générale ou d'inconscient collectif, mais je pense que c'est culturel, c'est des choses qui passent. Et maintenant, dans plein d'institutions pour adultes, on fait le test au paracétamol, on fait le test à l'inexium, à l'oméprazole, enfin à tout ce qui est inhibiteur de l'acidité gastrique, d'autant plus qu'il y a des psychotropes. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, et on en découvre tous les jours. Par exemple, hier, ils avaient eu le réflexe, ils avaient mis l'inhibiteur de l'acidité, mais il se trouve qu'il ne marchait pas. Voilà. Il fallait changer de molécule, parce que voilà, peut-être vous l'avez expérimenté pour vous. Moi, par exemple, le pantoprazole, c'est de l'eau. Voilà, ça ne sert à rien. Par contre, l'inexium, l'oméprazole, ça marche parfaitement. En une demi-heure, j'ai plus rien. Donc, voilà. C'était le cas pour ce patient-là. Pareil, en 12 heures, c'était fini. Essayez d'expérimenter une gastrite. Voilà, la gastrite, ça vous met pas bien. Donc, si vous n'avez pas de ressources pour vous contenir, vous avez des troubles du comportement. Alors après, c'est pas parce que des fois c'est du somatique que c'est tout le temps somatique. Il y a, comme les personnes en situation de handicap, comme 15% de la population, elles ont des comorbidités psychiatriques, troubles anxieux, dépression, troubles de l'humeur, troubles du sommeil, etc. Et il n'y a pas de raison qu'elles n'aient pas accès à des ressources en santé mentale. Et c'est là où, en France, on a un service public qui est fort. On a des CMP partout, donc qui couvrent tout le territoire. Des fois, qu'il manque un peu de médecins. Mais il y a aussi des infirmiers en pratique avancée qui viennent un peu combler, donner une alternative au manque de médecins. Et là, il faut pouvoir... Et il y a des médecins, il y a de la médecine libérale aussi. Et là, il faut savoir faire l'intermédiateur. Parce que là, pour le coup... la culture de la psychiatrie, quand vous arrivez avec le handicap, surtout qu'il y a eu un clivage volontaire, de dire c'est pas une maladie, c'est pas une maladie. À force de dire c'est pas une maladie, du coup, ceux qui s'occupent des malades, ils veulent plus en entendre parler. Bon, je sais pas si c'est aussi simple que ça, mais voilà, il y a eu une dichotomie entre le sanitaire et le médico-social. On a dit la santé mentale, c'est pas le handicap, c'est pas pareil. Voilà. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un qui a un handicap et un problème de santé mentale. Voilà. Donc là, il faut un interprète et un intermédiateur, et il faut savoir que il y a peut-être beaucoup de psychiatres qui ont fait psychiatrie et qui n'ont pas fait pédopsychiatrie pour une raison. Pour boucler avec ce que je disais tout à l'heure, c'est parce qu'ils aiment bien, ils préfèrent, ils sont plus à l'aise être en relation avec un patient
et pas un patient, son père et sa mère. Voilà. Et ça, c'est déjà un entraînement. Il y a peut-être un tropisme initial, mais après c'est un entraînement. Donc vous voyez, moi, ma limite, c'est 4. Il y en a d'autres, leur limite, c'est 1. Voilà. Mais c'est pas qu'ils sont moins forts, c'est que juste, ils sont spécialisés comme ça. Et donc, quand moi, ça m'angoisse d'avoir un interprète, un interpréteur, ben, eux, ils angoissent peut-être d'avoir des parents. Voilà. Parce que faire attention à tout ça en même temps, voilà, c'est pas leur zone d'expertise, c'est pas leur habitude. Donc là, il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Je vais pas vous demander de soigner le médecin, hein, mais il faut y aller aussi doucement. Tout se fait. Mais des fois, faut mettre un peu les formes. Voilà, on met des formes, ça prend du temps, et des fois, on a besoin de quelqu'un qui vient faire passage. Alors nous, avec l'unité mobile, on fait beaucoup de passages. Voilà. On connaît la famille, on appelle le CMP, on dit voilà, la famille aurait besoin. Le CMP a dit ah bon, d'accord. Voilà. Et en fait, souvent, il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ça. C'est une question de passage, c'est une question d'aide, on est adressé. Voilà. Question d'adressage. Donc aujourd'hui, il y a encore besoin de ça. Mais je vous dis, hein, moi je l'ai perçu, j'ai pas une expérience très très longue, mais j'ai commencé en 2014-2015, et c'était vraiment très innovant, très pointu de dire quand un autiste donne des coups de poing, on lui donne du Doliprane. Voilà, c'est très élégant. Aujourd'hui, c'est la tarte à la crème, quoi. Bien sûr. Voilà. On a déjà fait. Donc, et ça en moins de 10 ans. Donc, pourquoi pas demain, hein, en continuant de travailler cette culture, cet inconscient collectif, on pourra dire, oui, mais les personnes en situation de handicap, elles ont aussi des troubles psychiatriques qui sont chroniques ou passagers, et ils ont besoin d'un accès au traitement. Alors aujourd'hui, c'est que les médicaments. Mais pourquoi pas la psychothérapie? Pourquoi pas la psychothérapie pour les personnes qui ne parlent pas? Bon, je vais essayer de ne pas être trop innovant, mais c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Hein. On peut faire de la psychothérapie avec de la pâte à modeler, hein, avec un stabilo et une feuille. Hein. Moi, j'ai rien dans mon bureau, donc. Voilà. Et on a acheté de la pâte à modeler et des Playmobil hier. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc on peut le faire, et je pense que tout le monde peut le faire. Mais là, c'est une question aussi de perfusion d'un monde dans un autre. C'est le monde de la pédopsychiatrie dans le monde de la psychiatrie adulte. Et je pense que ça, c'est un peu le nœud du souci. C'est ce découpage en silos d'âge. Et c'est pareil un peu dans le médico-social, hein, où le monde des IME et le monde des établissements pour adultes, ils se connaissent, mais sans se connaître très bien. Les questions de relais, de passerelles et de parcours, c'est pas toujours hyper fluide. Et voilà, et donc je finis toujours sur des questions et des réponses. Mais donc, vous avez évoqué quand même le fait d'être disponible à l'écoute, poser un regard un regard neuf, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, avec l'antériorité que vous n'avez pas encore, mais vous avez appris des échecs des autres, des connaissances nouvelles qui s'hybrident dans le temps, et puis des dispositifs, vous en avez parlé aussi, et puis peut-être une autre manière de travailler ensemble et d'ancrer ça dans des pratiques partagées. Est-ce que c'est un résumé? Oui, la disponibilité, c'est sûr que ça peut faire bouger beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que c'est aussi un luxe que tout le monde n'a pas. La disponibilité, c'est pas possible quand on a un rendez-vous toutes les demi-heures. Hein, au CMP, ils commencent à 9h, ils finissent à 17h, ils ont un rendez-vous toutes les demi-heures. Donc voilà, si vous répondez à un coup de fil, vous vous mettez en retard pour tout le reste de la journée. Si vous répondez à 2 coups de fil, vous décalez ce retard, et des coups de fil, il y en a tout le temps. Donc voilà, il y a malheureusement là, je ne sais pas comment faire. Tout le monde ne peut pas être disponible. Alors il y a peut-être c'est là où il y a les plateformes, où on a des dispositifs intermédiaires, PCPE, Communauté 360, l'équipe relais. Enfin, c'est là où les équipes mobiles viennent faire un peu peut-être la
le fluidifiant entre les rouages. Ouais. Moi, ce que vous dites m'évoque le fait que, effectivement, on intervient souvent, d'autres l'ont dit avant moi, dans des temporalités qui sont plutôt celles de la rupture, soit avant, soit pendant, soit après. Effectivement, là, c'est même plus la disponibilité dont il est question, c'est que le temps, il n'y en a pas. Et pour autant, quand on veut construire autre chose que des solutions, puisqu'elles n'existent pas, qu'on veut travailler sur une analyse un peu plus poussée, c'est là que ça pourrait être intéressant, mais c'est difficile à mettre en œuvre parce que le temps en manque, alors que parfois, c'est le regard qu'on peut offrir, comme vous disiez, peut amener à ce que la situation, aussi critique soit-elle, puisse évoluer. Et du coup, je rebondis avec cette thématique autour des ressources, parce que je pense que c'est aussi important que on puisse entendre, après les présentations de ce matin, le travail au jour le jour d'un CNR, justement autour de la culture commune, mais aussi concrètement sur le parcours de quelqu'un, sur les particularités, que ce soit de communication ou d'interaction, peu importe, ou tout simplement d'état de santé. Comment un CNR comme le CRESAM peut influer, peut travailler sur le territoire différemment, avec toutes les variables qui ont été posées juste avant. En termes de ressources, quand même, je voudrais vraiment bien insister, et c'est ce que vous avez, ça a déjà été évoqué, quand même la première ressource, ça va être la personne en situation elle-même, et donc vraiment d'avoir un effort de savoir ce qu'elle veut. Si elle n'est pas en capacité, ou on n'est pas en capacité de communiquer avec elle, voilà, on va s'en référer aux parents, et c'est quand même celle-ci, c'est pour nous quand même celle-ci la première ressource. La ressource expérientielle, on pourra mettre tous les outils qu'on veut, etc. C'est quand même en proximité dans la vie de la personne que vont se jouer les ressources qui nous semblent les plus concrètes et les plus importantes. Donc ça, une fois que j'ai dit ça, vraiment ça va rester le leitmotiv, parce qu'après finalement, on va parler sur les équipes, les dispositifs, etc. Mais je tiens bien à garder ça au centre de notre attention. En tout cas, voilà, il est important que l'action qu'on mène, quelle qu'elle soit finalement, facilite l'accompagnement et la vie de la personne en situation de handicap. Donc, je vais poser ça, on peut commencer sur effectivement les dispositifs. Si je reviens moi, sur l'entrée, sur effectivement la coordination avec le sanitaire, aujourd'hui, clairement, elle est, on va dire, inexistante, mais pas loin. Et finalement, la difficulté qu'on va rencontrer, ce pourquoi on est sollicité, et je reviendrai après pourquoi c'est pas loin, c'est que généralement, quand on va être sollicité, comme le disaient mes collègues, c'est quand une situation, ça ne fonctionne pas, on ne trouve pas les bonnes solutions. Et l'une des premières sources d'interrogation, généralement des parents, elle arrive au moment de l'annonce du diagnostic. Le diagnostic est posé comme ça. Alors, pareil, je vais faire un peu dans la caricature pour essayer d'être... pour avoir une approche un peu imagée. Vous avez été faire pour votre enfant un diagnostic génétique et on vous dit, voilà, le gène XY, c'est pas le bon, et voilà, il est malade, merci, au revoir, bon week-end. Et encore, le merci, au revoir, bon week-end, ça n'arrive pas toujours. Et là, je pense qu'une des ressources qu'on peut avoir, et ça aussi, ça peut se faire aussi en proximité, et ça peut dépendre des situations. Nous, au sein de l'équipe du CRESAM, quand on a ce genre d'appel-là, on va pouvoir au moins proposer aux familles de pouvoir avoir un entretien avec un ou une psychologue pour justement essayer d'accepter davantage cette annonce-là, et de voir comment on va pouvoir mettre ça en avant. Et tout le travail, nous, qu'on va essayer de réaliser aussi, c'est de partir sur les compétences et l'aspect positif qu'on peut repérer dans la personne et dans les dispositifs également. Alors après, une fois que j'ai dit ça, généralement, le fonctionnement, c'est ce qu'on a évoqué ce matin, le relais de proximité, voilà, pour nous, vu de notre position de Centre national de ressources, ça va être les équipes relais sur les territoires. Alors, je ne vous détaille pas l'ensemble des équipes relais, les diversités de fonctionnement des uns des autres, mais ça, c'est la porte d'entrée. Et à partir de là, finalement, et de la situation telle qu'elle va être évoquée, et là, pour le coup, on peut avoir des sollicitations, que ce soit des parents, ça peut être aussi des sollicitations du sanitaire aussi, et aussi du médico-social, c'est de voir comment, collectivement, finalement, on va construire un projet d'accompagnement de cette personne-là. Ou des parents, mais ça peut être aussi des établissements. Et
quand même, ce qu'on essaye de faire finalement, puisqu'on va arriver plutôt sur des situations qui sont de rupture ou de difficulté, eh bien, c'est de pouvoir travailler soit avec les parents et l'établissement, soit avec l'établissement enfant, puis après l'établissement adulte, ou un établissement sanitaire et un établissement du médico-social qui travaille dans le sensoriel, à comment finalement on va réussir à collectivement travailler sur les compétences de la personne. Sur la surdicécité, les situations les plus complexes qui relèvent de la surdicécité primaire, c'est vraiment l'absence de langage codé. Donc comment on entre en communication avec cette personne-là. Et là, ce qui est important, c'est de mettre en place finalement une approche pour travailler à la conception d'outils d'entrée en communication avec cette personne-là, et que ces outils-là finalement soient partagés, puisque ça serait quand même dommage que d'un établissement à un autre, ces outils-là ne soient pas utilisés. Et en fait, tout ce travail de coordination, et là j'ai un exemple en particulier, il est aussi le fruit des équipes relais, parce que finalement, nous, on va étayer, outiller, participer à ce travail collectif, et après, ce qui va le faire vivre, ce qui va coordonner, c'est vraiment le travail des équipes relais. Alors, je ne sais plus quelles étaient les autres parties de tes questions. J'avais oublié aussi. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment en termes de ressources très, très pratiques, très pratico-pratiques. Après, l'autre élément aussi sur lesquels on travaille, donc ça, c'est des aspects qui relèvent de la formation, et là, d'essayer de répondre au mieux aux besoins des établissements, et puis ça peut être aussi toujours avec les équipes relais, comme ils nous ont invités, j'insiste un peu sur... je vous remercie. Et donc, un des aspects, par exemple, c'est que finalement, vous êtes tous dans les établissements médico-sociaux avec des difficultés concernant les budgets de formation. C'est aussi en local ou en territorial de faire remonter des besoins de formation qu'on peut mutualiser et sur lesquels on peut intervenir. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu différent, parce que finalement, ça permet d'avoir différents établissements, soit d'une association gestionnaire, soit sur des territoires différents, d'apprendre à se connaître, déjà d'une part, et puis de moins de partager un certain nombre d'éléments ou une problématique commune, et quelques éléments communs qui pourront servir pour soit pour la coordination, soit simplement pour faire réseau, ce qui est déjà pas mal. Et je ne fais que me tourner vers les uns et les autres, puisque Loïc parlait du rôle des équipes relais. Moi, j'ai sollicité notre collègue Inès de Vestel, qui est référente dans les Alpes de Haute-Provence et dans les Hautes-Alpes, pour parler de son expérience de professionnelle de ces territoires autour de la question du parcours de vie, mais dans des territoires particuliers. Et comment parce que souvent Inès apporte des réflexions dans notre équipe qui viennent mettre aussi parfois du concret, peut-être qui n'est pas le nôtre, parce que c'est tout simplement une réalité de terrain. Par exemple, le fait d'être éloigné des ressources médicales. Qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence, bien sûr, pour la santé, mais plus largement? Qu'est-ce que ça provoque aussi pour les acteurs du territoire? Et donc, on parle beaucoup de ressources. Oui, c'est pas un exercice facile. Je voulais aussi rebondir quand même sur ce que vous avez pu dire, Dr Curti, autour de la personne en plus et du lien et de cet intermédiateur. On a eu tout à l'heure un retour de l'étude autour du fait, alors il y avait un des points, et pas tous les points, mais en tout cas il y en avait un autour du langage commun. Vous parliez de la santé au niveau transversal, donc du coup quand on parle du sanitaire, du médico-social, et de la vie sociale, en fait du coup il s'agit là et de partage et de communication finalement, c'est ça, et vous parliez aussi de ça. Je trouve que c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on remette au centre finalement, et des échanges. Et quand on parle de coordination, voilà, l'origine, ça reste la communication et le langage commun, peu importe la culture qu'on a, et de travailler à s'efforcer à trouver ce langage commun. Voilà, en tout cas, c'est une des idées, nous, qu'on essaye de développer pour travailler ensemble. Voilà. Autour du territoire, effectivement, je vous dis souvent qu'on est peut-être des territoires un peu éloignés, notamment par rapport aux centres hospitaliers qui posent des diagnostics, comme vous disiez tout à l'heure. Et puis après, quand les gens, on leur dit merci, au revoir, si on leur dit, en tout cas, pour nos territoires un petit peu éloignés, ils rentrent chez eux
Et peut-être qu'il y a un isolement un peu plus grand quand on est loin. On est loin, mais pour autant, je sais, parce que j'ai croisé qu'il y a plein de collègues de nos territoires, donc finalement, voilà, on a accès. Et je trouve que c'est intéressant aussi qu'ils soient là. Alors, on est loin de ces ressources-là, et pour autant, je vous dis très souvent que de la ressource, en fait, sur nos territoires, on en a plein. Elle n'est pas celle peut-être qu'on entend dans le cadre des diagnostics, mais elle est celle du travail ensemble, des équipes qui, sur des structures, ont de la créativité, et souvent qui disent ben, nous, on est juste là, on essaye juste à notre petite place de faire ça. Et du coup, par rapport à la ressource, peut-être, et je fais comme vous, Dr Curti, je pose une question, on est tous finalement, quand on travaille ensemble, quand on a qu'on essaye d'aller vers une culture commune et dans un langage commun, tous ressources les uns des autres dans le cadre du parcours. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, je ne sais pas si c'est vous, mais qui parlait on n'est plus dans une logique de place, mais d'une logique de parcours, et que chaque parcours, c'est une histoire. Et plutôt que de se donner le relais des accompagnements, dans cette histoire-là, chaque acteur qui, à un moment donné, va participer à cette histoire et à ce parcours, on va pouvoir le faire ensemble et mailler ensemble, parce que les uns et les autres, on est ressources à des niveaux différents, avec des compétences différentes, et que c'est dans ce langage commun, dans cette communication que, à notre sens, c'est comme ça qu'on essaye de le travailler, en tout cas au sein de l'équipe Relais, que tout le monde a de la ressource, et que c'est quand elle est partagée et quand on communique autour de cette ressource-là, donc la personne concernée, mais la famille et les professionnels, peu importe de quel secteur ils viennent, on est tous un petit peu ressources les uns des autres, en tout cas, voilà. Oui, en fait, ce qui est important, surtout quand nos jeunes sont dans le médico-social, c'est qu'il y ait des échanges avec les professionnels. Je pense que c'est aussi riche pour les parents que pour les professionnels, parce qu'on a tous un regard sur nous, sur notre enfant, mais eux, sur l'usager. Et c'est aussi ce regard croisé qui va permettre vraiment d'améliorer aussi le parcours de vie, le parcours de soins. Donc on a tous besoin, et maintenant, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, ça serait actuellement que le problème se situerait pour mon fils, vu qu'on a changé de gestionnaire d'établissement, ça se serait passé différemment, parce que ça aussi, ça fait beaucoup de choses, le changement au niveau d'une direction d'établissement et de gestion. Donc actuellement, je vois la différence avec un établissement qui vient de changer donc de gestionnaire et qui est dans la communication, dans la transparence, dans l'échange, et où ils mettent en avant la place autant pour les professionnels que pour les parents, d'être dans cette communication et surtout cette co-construction, où on donne une place de co-construction à tout le monde. Et on voit en quelques mois, pour pas dire quelques semaines, un changement mais total, et pour tous les jeunes et pour tous les professionnels, un apaisement et surtout une mobilisation où tout le monde est dans cette coordination, on va dire, du parcours. Et ça, je pense que c'est important. Là, vous avez des parents, vous avez aussi des professionnels, mais pour maintenant pouvoir échanger avec les professionnels de l'établissement, tout le monde a besoin de se mettre autour de la personne en situation de handicap et de pouvoir échanger pour construire ensemble. Et le ensemble, je crois que c'est un mot qui est important. Quand on était passé en gosse et qu'on nous a parlé de la réponse accompagnée pour tous, etc., j'ai toujours dit, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que la règle des 3 C, elle soit appliquée. Donc cette règle des 3 C, c'est la co-construction, la coopération des acteurs, la coordination avec et autour de la personne. Alors avec la personne, si ce n'est pas possible, c'est avec son représentant légal, ses parents. Et actuellement, pour vous dire la différence entre il y a 5 ans en arrière et maintenant, c'est qu'on voit la différence quand cette règle des 3 C, elle est appliquée.
Donc je pense qu'il ne faut pas perdre de temps et surtout que tous les acteurs, voilà, il y a différents types d'institutions, de professionnels qui sont présents dans cette salle. Quand on met en œuvre et qu'on applique cette règle des 3C, je peux vous dire que tout le monde a à y gagner. Et bon, l'usager en priorité, mais aussi tous ceux qui travaillent avec ces usagers. Du coup, on peut en rajouter un 4e dossier qui a été évoqué ce matin, si ça vous va, c'est la co-responsabilité. Nous, on l'aime bien. C'est-à-dire qu'on y va ensemble. Et vous disiez tout à l'heure, Dr Curti, on est arrivé et puis on a observé les échecs. Et puis du coup, il y a quelqu'un d'extérieur qui est arrivé, qui a proposé autre chose. Et pour le coup, c'est assumer et avancer ensemble dans la co-responsabilité aussi de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et d'accumuler des expériences, pas forcément les vivre comme des échecs quand ça ne fonctionne pas, mais plutôt accumuler des expériences pour que dans le cheminement, il y ait aussi des choses qui fonctionnent. Du coup, moi, je rajouterais un 4e. Encore un. Voilà. En tout cas, celui de la co-responsabilité, c'est aussi ne pas assumer seul quand ça ne fonctionne pas. Service, parents ou personnes accompagnées, mais assumer ensemble et réfléchir ensemble pour avancer. Et on peut rajouter aussi dans la règle des 3C, 2 autres C, c'est la communication. Voilà, presque je le mettrais en priorité, et la confiance. Donc ça, c'est quelque chose de travailler ensemble, mais en toute confiance. Là, c'est 2 mots, communication et confiance. Avant de venir, moi, j'ai pris la peine d'appeler plusieurs familles de notre association pour leur parler de notre journée et pour échanger avec eux. Et c'est des 2 mots qui sont revenus. Dans l'idéal de la prise en charge du soin dans le médico-social, pour vous, parents, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il vous faut? On pourrait s'attendre à des réponses très concrètes, médicales. Pas du tout. Les réponses, ça a été ça. Communication, confiance. Donc la confiance, et puis le dernier, c'était la communication. Et effectivement, c'est des rapports aussi que les établissements évidemment recherchent, et notamment, j'avais envie aussi qu'on puisse témoigner du travail qu'on a mené avec le dispositif Esperanza La Martiale autour de partir d'un contexte assez difficile, de manque d'acteurs, manque de difficultés dans les parcours de soins, les parcours de vie des jeunes qu'on accompagne, et aujourd'hui un service qui s'est structuré et qui est en capacité non pas de chercher, mais de trouver, d'interpeller les ressources seules et de monter en compétences. Et c'est un travail qui, évidemment, s'est fait sur un temps assez long, mais mine de rien, qui a eu des effets dans le temps assez rapides. Et voilà, si on... Je vais parler de coopération, si vous le voulez bien. Encore un C, donc ça fait 8-9 ans que nous collaborons. Et on a découvert avec le Centre Fares et l'équipe Relais Handicap Rare des méthodologies, des façons de faire pour aller vers les réseaux, vers ce qui existe sur le territoire, et apprendre à travailler avec en ayant un interlocuteur privilégié. On est un dispositif qui accueille des personnes en situation de handicap. Certaines vont pouvoir travailler en milieu ordinaire, avoir leur appartement, etc. D'autres personnes ont vraiment des pathologies très, très, très graves, des situations de santé vraiment complexes, avec une répercussion sur le quotidien gravissime, des épilepsies sévères, pharmacorésistantes, avec des troubles du comportement majeurs, donc que la personne en tant que personne cumule aussi, parce qu'elle le vit elle-même tout ça. Et donc on a beaucoup collaboré en termes d'outils aussi. Quels outils on peut utiliser en termes d'étapes au niveau des formations dont on pouvait bénéficier grâce à vous en grande partie, et puis aussi activer d'autres formations une fois qu'on a une culture de base un petit peu. Et donc en apprenant à communiquer aussi un peu différemment en fonction des partenaires, y compris dans le sanitaire, on essaye de plus en plus de prendre des initiatives. Donc finalement, c'est aussi votre but, je pense, c'est qu'on puisse prendre les choses en main au fur et à mesure et se compléter différemment.
trouver des nouvelles façons de se compléter. Et donc les familles et les bénéficiaires sont au centre de tout ça et sont grandement, généralement soulagés de voir qu'il y a cette coopération à l'échelle du territoire, de voir qu'il y a finalement un ensemble d'acteurs qui peut être mobilisé, dans le même temps avec une demande de soulager en termes de coordination, parce que c'est vraiment très lourd. Et justement, comme on le disait tout à l'heure, de pouvoir être plus papa, maman, voilà, auprès de l'enfant ou du jeune homme, de la jeune femme. Voilà, donc on essaye de se positionner humblement, de collaborer au maximum pour construire tout ça, tout en se disant qu'en termes de co-responsabilité, je vais reprendre tous les C, je vous préviens, en termes de co-responsabilité, on doit aussi au fur et à mesure nous-mêmes essayer de faire des choses de notre propre initiative avec l'expérience qu'on essaie de développer nous-mêmes aussi. Bonjour. Premièrement, nous sommes la clinique de Bonneveine, nous sommes directement le secteur sanitaire et non le médico-social. Donc je pense que nos mondes ne sont pas si éloignés que ça, parce que dans notre pratique au quotidien, on travaille beaucoup avec vous. Je remercie Dr Curti de nous avoir nommé tout à l'heure. C'est vrai que sur la clinique de Bonneveine, on est un petit établissement, mais on a vraiment, focalisé notre projet d'établissement sur les personnes en situation de handicap, en proposant 5 dispositifs, comme l'a dit le Dr Curti, donc la télémédecine, les consultations dédiées, l'équipe mobile, les hôpitaux de jour, ou 3 pour des bilans complexes, ou 3-4 interventions médicales, paramédicales peuvent se faire sur une même journée, et une unité dédiée, il n'y a pas longtemps, qu'on a ouvert le 4 septembre grâce à une expérimentation article 51, donc validée par le ministère. On attend d'avoir les résultats et on espère avoir les résultats qu'il faut. Donc merci Dr Curti. Pour les 2 mamans de l'association de l'EPI, je voulais dire que c'est vrai que j'étais très sensible à votre discours, parce que c'est vrai qu'on vous sollicite beaucoup. On vous sollicite beaucoup, et comme vous disiez, c'est de la co-construction, de la coordination, de la communication, de la collaboration. Enfin, il y a tous les C possibles. Et c'est vrai que quelquefois, on a tellement besoin de vous qu'on oublie un petit peu votre rôle de maman. Et là, je crois que nous, on se dit, oui, il faut qu'on y fasse plus attention. Vous n'êtes pas que vous êtes des acteurs essentiels, bien sûr, mais il faut vraiment prendre en charge à chaque fois votre sensibilité et votre positionnement. Et là, ça me fait dire qu'il faut qu'on y pense davantage quand on coordonne les soins avec vous. 3e chose, ce que je voulais dire, c'est, M. Curti l'a dit tout à l'heure très justement, hier on a eu un échec de soins. Pourtant, nous sommes du sanitaire, on ne s'occupe que des troubles somatiques, puisqu'on n'est pas du tout psychiatrique, ni quoi que ce soit. Enfin, on n'a pas du tout cette étiquette-là, on est un établissement de santé. Hier, on a eu un gros échec donc, sur une patiente autiste qui venait pour des troubles somatiques. Et en fait, sûrement par manque de lien ou de communication, cette patiente avait aussi des troubles psychiatriques qui ne nous avaient pas été communiqués, et donc a été très violente envers 2 membres du personnel, dont une qui a été en soins continus. Donc pour dire que, voilà, pour répondre à M. Curti, ce que vous avez exprimé tout à l'heure, voilà, on l'a vécu en direct hier, c'était d'une violence assez importante, alors importante pour nous, mais ce qui a été important, c'est que les soignantes qui se sont fait agresser, une nous a dit mais je suis tellement peinée pour cette jeune fille de 24 ans qui en fait va pas pouvoir être soignée à cause de ça. En plus, c'est-à-dire que non seulement elle a un trouble de l'autisme, elle a sûrement une pathologie psychiatrique, elle est en plus des troubles somatiques, et par rapport à ça, on ne va pas arriver à la soigner. Donc ça nous a vraiment heurté et ça nous a mis dans une situation difficile. Donc appel à la population, nous on recherche un psychiatre qui veut bien travailler avec nous. Ça c'est un petit mot, juste comme ça. Je voulais aussi répondre à Monsieur Le Minor en disant que je ne crois pas que nos mondes soient si éloignés que ça entre le sanitaire et le médico-social. Nous, on travaille énormément avec le médico-social. On ne pourrait pas travailler sans vous. Je crois qu'on essaie d'être là pour vous. Comme disait le docteur Curti tout à l'heure, on a un numéro unique où, selon le numéro, on a des coordinateurs derrière. Madame Roux, qui est ici, est la cadre du pôle PSH.
Paul Bonaventure est attaché de direction, mais on a tout un dispositif avec des psychomotriciennes, des infirmiers coordinateurs, avec médecins MPR, avec des psychologues, des psychomotriciens. Enfin, on a vraiment beaucoup de personnes autour. Et je crois qu'on a vraiment beaucoup à apprendre les uns des autres. Et je crois que ce que vous disiez, ce serait peut-être pas mal qu'on fasse peut-être de l'immersion. Et vous, dans nos domaines, et nous, dans les vôtres. Ça permettrait peut-être de décloisonner beaucoup de choses. Voilà. Excusez-moi si j'étais un peu longue. Moi, je voulais juste rebondir et témoigner, puisque maintenant l'établissement où est mon fils travaille avec vous, et il a eu l'occasion, mais voilà, à l'époque où les faits se sont produits, bien dommage que ce n'était pas encore le cas, mais en tout cas, merci pour tout ce que vous faites, pour tout l'accompagnement que vous faites quand ils sont reçus, et voilà, je voulais aussi témoigner de ce côté-là, et de tous les professionnels pour, voilà. Alors, c'est peut-être pas encore le moment, mais moi je voulais aussi remercier les professionnels en tant que famille. On ne le fait pas assez souvent. Vous dites que vous nous sollicitez beaucoup, mais nous on vous sollicite beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. On attend beaucoup de vous, les parents. On est exigeants, on est impatients, on est évidemment quoi. Il s'agit de nos enfants, donc on veut le meilleur et on veut toujours ce qu'il y a de mieux pour eux. Moi, je suis toujours ravie quand je viens à des journées comme ça de voir des professionnels parce que je me dis, voilà, ils sont là pour encore mieux prendre en charge nos enfants, se former et demain, ils seront près de nos enfants et ils seront encore plus au top. Donc, un grand merci à vous tous. Alors justement, je voulais rebondir parce que nous, on apprécie énormément tout ce que vous apportez aussi avec les familles et les bénéficiaires. Hein. On développe une convention, on détaille comment on va travailler ensemble, une convention de coopération. Et on voit que les choses partent de vous, en fait. Vous êtes du sanitaire, vous voyez ce que vous pouvez solliciter, vous lancez des idées, vous voulez innover, etc. Parce que on est aussi conscient, il faut être conscient des contraintes du sanitaire. Voilà. Donc il y a énormément de choses qui sont incompatibles avec des adaptations, aménagements dans le secteur du handicap et beaucoup de personnel du sanitaire qui le subit en fait. Parce qu'il y a sûrement, en tant que personne, il y a sûrement énormément, en plus des personnes qui s'engagent dans le sanitaire, qui n'ont pas envie de laisser un patient en situation de handicap de côté. Donc vous êtes exceptionnel, voilà, hein, il faut le dire. En plus, on essaie tout le temps de construire des choses. Vous allez proposer des formations, enfin, vous faites de plus en plus de choses. C'est vrai que quand on essaye d'aller ailleurs, c'est encore très compliqué, malheureusement, souvent.